réputent à main tendue à l'islam patriote il y a quelques années, vu les évolutions de ces musulmans-là. Et là où il y a quand même un constat à faire, c'est que lorsqu'on regarde, si on parle des musulmans, c'est-à-dire que si on veut les considérer comme une catégorie politique, eh bien, on doit dire que les fameux musulmans ont soit très peu voté RN, ils votent beaucoup plus LFI. Lors par exemple d'une affaire comme l'affaire Naël, ils étaient très mobilisés pour soutenir Naël. Il faut parler aussi de leur absence lors des Gilets jaunes, qui là normalement n'était pas, on va dire, un mouvement social. Ça c'est pas si vrai, c'est pas si vrai ça. En fait, c'est parce qu'en fait, dès lors qu'il y a un gilet jaune et qu'il n'a pas une barbe, on dit que c'est plus un musulman. Mais en fait, le problème c'est que quand on parle des musulmans avec une vision de droite, on voit toujours un barbu avec des babouches. Et le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de Français, souvent d'ailleurs binationaux aussi, Français maghrébins, qui, dans leur apparence, sont suffisamment intégrés pour qu'on n'en parle pas. En fait, aujourd'hui, on a quand même une communication à charge qui est l'inverse de celle qui était dans le déni il y a des décennies avant, où on a l'impression qu'aujourd'hui, les Français de confession musulmane, alors en plus il y a plusieurs manières de se dire musulman, il y a du musulman culturel, du musulman qui pratique, etc., etc. On voit le délinquant de banlieue et le salafiste. Et on se dit d'un seul coup, ça c'est la communauté musulmane de France. Il y a une volonté de nous faire accepter cette vision qui, je suis obligé de l'admettre, il y a des sociologues un peu de gauche là, qui font un travail un peu précis, qui vous démontrent ça assez facilement. Mais moi, je ne regrette pas du tout d'avoir tendu la main, parce que de toute façon, j'avais une doctrine qui s'appelait gauche du travail, droite des valeurs, face pour moi au danger le plus important, qui était ce danger de démoralisation de la France sur une idéologie post-68 arde, qui était il est interdit d'interdire, et qui était un gauchisme dominant qui s'appuie sur le jeunisme, le féminisme. Les gens qui étaient pour maintenir une certaine vision traditionnelle, c'est-à-dire différence des sexes, hiérarchie des âges, etc., me pensaient être, dans une certaine mesure, des alliés objectifs. Ça s'appelait le front de la foi, et le front de la foi, à un étage supérieur, ça s'appelait la droite des valeurs. Et la droite des valeurs devait s'équilibrer, évidemment, avec la gauche du travail. C'est-à-dire que la gauche du travail, c'est-à-dire que les parasites sont des parasites, quels qu'ils soient. On peut accepter quelqu'un sur le territoire national parce qu'il participe à la production, ce qui est très important, c'est-à-dire qu'il fournit sa part de travail. Et quand il fournit sa part de travail, c'est 8 heures par jour, et bien pendant ce temps-là, il ne vole pas, il ne viole pas, tu vois ce que je veux dire? Il faut voir aussi tout ça. Et que, vu comme ça, c'était une idée qui me paraissait assez saine et politiquement à la fois morale et stratégiquement relativement cohérente. Et je dis que l'exemple que ça peut marcher, pour moi, c'est la manière dont Poutine a géré, comment dirais-je, sa minorité musulmane dans un monde qui est un peu différent, mais qui est la France est passée d'une nation comment dire, impériale à, comment dirais-je, un empire national d'une certaine manière. C'est-à-dire, à l'époque, on a lié à l'histoire de France des gens qui n'étaient pas de notre religion et qui n'étaient pas de notre socialité. Et aujourd'hui, par l'effondrement, la décolonisation, on se retrouve intramuros avec des gens qui aussi, à cause de la politique de gauche, tu sais, de ce qu'on appelle les Français de papier, le regroupement familial, le droit du sol intégral, se retrouvent français. Ça, c'est une donnée qu'on se prend dans la gueule. Elle est brutale. Il faut la gérer au mieux, c'est-à-dire au moins pire. Moi, les gens qui te disent la solution, c'est la pureté de la race blanche et rejeter tout le monde, je dis que c'est une vision purement fantasmatique. Elle est strictement irréalisable. Bien sûr, Alain, et je me permets juste donc, une question, parce que sur ce point-là, on va être d'accord. Et d'ailleurs, là, j'avais eu une question... De toute façon, ce point-là, qu'on soit d'accord ou pas, c'est le mur du réel qu'on se prend. Non, bien sûr. Et sinon, tu fais Conversano, tu pars en Roumanie, et tu proposes à des mecs qui sont des petits blancs en souffrance, que je peux comprendre, qu'avec le RSA, ils vont pouvoir se trouver une gonzesse en Roumanie. Tout ça, ça n'existe pas face au réel, parce qu'en Roumanie, il faut aussi trouver du travail. En Roumanie, il y a des règles précises. En Roumanie, tu es un étranger, tu ne parles pas la langue, et les mecs, au bout de quelques mois, ils reviennent, et puis c'est tout. Et puis le but, à moyen, c'est que leurs témoignages ne remontent pas trop à la surface, et puis à la fin, on se retrouve peut-être pris dans des trucs qui ont à voir avec presque le proxénétisme. Mais même Alain, on dira tout simplement, si les personnes veulent se focaliser uniquement sur la race blanche, si la personne est blanche, qu'elle fasse des enfants et qu'elle continue à faire. Et puis moi, pourquoi je me pose pas cette question-là? Parce que tu fais blanc aux yeux bleus. En général, ceux qui parlent beaucoup de race, quand tu sais pas qui ils sont, je me rappelle qu'il y a une image assez marrante de Conversano sur la place Rouge. Et il y a des mecs qui lui disent Allah Akbar, tu sais, quand il passe, parce qu'ils pensent que c'est un frère musulman, tu vois. Bon, j'ai rien contre Conversano, parce que... Et en plus, moi, là où je vais saluer quand même Conversano, parce que, n'empêche, récupéré d'un cancer, donc c'est quand même un père de famille. Oui, je te dis, le mec, qu'est-ce que c'est Conversano? C'est un mec qui a voulu vivre en dehors du salariat,
qui n'a pas de moyens personnels, qui a vu que la dissidence c'était le moyen par le youtubage d'être un peu un petit entrepreneur et d'être autonome, et qui a joué sa carte, qui a joué sa carte. Et il s'est créé un petit segment de marché avec une petite clientèle. Et je veux dire, c'est ce qu'on appelle un aventurier, d'une certaine manière. Moi, j'ai un certain respect pour les aventuriers parce qu'ils essaient d'échapper, tu sais, au système du salariat, etc., etc. Mais à un moment donné, les mecs se constituent leur boutique contre la mienne. Je suis bien obligé de réagir parce que c'est des mecs qui sont passés par moi. Il ne faut pas oublier tous ces gens-là. Mais après, quand je prends du recul, je dis à Conversano, t'as tenté un truc. La vie est difficile pour tout le monde, sans doute pour toi. Tu n'es pas, comment dirais-je, un ennemi prioritaire. Tu vois, si je vais être schmittéen, il y a d'autres types à combattre que Conversano. Et je comprends que pour un jeune de 25 ans, qui est un peu pavillonnaire, qui voit ce que c'est que les cités ensauvagées, tu vois, ce qui se prennent dans la gueule de violence symbolique, même si elle n'est pas réelle, sale français, pauvre con, PD, enfin, tu vois, tout ce qu'on nous a affublé, aidé d'ailleurs pas beaucoup par Jean-Pierre Bloch, il faut rappeler comment Jean-Pierre Bloch parlait des gens comme nous, c'est important de rappeler d'où ça vient tout ça. Je comprends que tu aies une espèce d'irruption de colère et que tu adhères non pas à un projet politique, mais en fait qui est un projet, je dirais presque culturel, tu vois, qui est un projet. En fait, on confond des catégories. C'est pas politique tout ça, c'est du positionnement presque culturel, comme des mecs à la fois, tu sais, à l'époque, ils étaient hard rock plutôt que punk ou plutôt que folk, tu vois, et ils avaient les cheveux plus ou moins longs, habillés plus ou moins avec des sandales ou des Santiago, tu vois. En fait, on est encore dans des effets. En fait, c'est des mouvements de mode qui prétendent aujourd'hui être des mouvements politiques parce que l'époque est celle-là. Mais on est plutôt là dans des effets de mode. Parce que quand on revient au sérieux politique, je te dis qu'il y a... D'abord, la question de l'islam en France, c'est la question de l'immigration. Ozon est assez sérieux là-dessus. Les gens qui ont un certain âge, qui sont adultes et qui ne sont pas dans le clientélisme démagogique, parce que je ne vais pas parler de Rochdy, mais tu vois bien pareil, Rochdy, il a besoin de se trouver une clientèle de gens, de mecs de 25-30 ans, qui sont agacés, qui sont plutôt des enfants de la classe moyenne, pour qui donc la question raciale est supérieure à la question sociale, pour des raisons d'origine de classe, tu vois, et qui effectivement sont dans cette sensibilité. Ces gens-là me prennent pour leur ennemi, et mon discours ne les intéresse pas, parce que, tu vois, ils sont dans le... C'est un peu des trucs, je te dis, c'est des trucs de jeunes, des trucs... Tu sais, West Side Story est déjà un film là-dessus, tu vois, c'est les années 60 aux États-Unis, les bandes ethniques, tu vois, à la fin, il y a un mort, alors tout le monde chiale, parce qu'on aurait pu éviter ça. Moi, mon idée, c'est d'essayer d'être dans le sérieux politique, et de se dire, voilà, il y a une communauté musulmane puissante en France. On se l'est pris dans la gueule, c'est pas nous qui l'avons voulu. C'est ceux aujourd'hui qui disent que c'est un problème qui ont créé ce problème de toute pièce. Ces gens-là, il faudrait faire de la sociologie sérieuse. Combien de pourcentages sont intégrés dans le monde du travail et font des boulots que des gens comme moi et Conversano et toi aussi ne veulent plus faire, OS1, OS2, etc. Tu vois, mais il y en a beaucoup qui bossent. Combien sont des gens qui sont là avec la haine de la France, manipulés par des mouvements comme ce qu'il y avait autour de Roya Boutedja, qui sont tous par ailleurs des chercheurs en sociologie payés par le CNRS, tu vois, et qui ont beaucoup à voir avec aussi une communauté qui, elle, gère la gauche comme une autre gère la droite. Il faut faire tout ce travail. Et je dirais, quelle est la marge de manœuvre réelle si on a comme objectif le bien de la France, tu vois, le bien de la France, l'intérêt général, la France. Voilà, moi je pense que vraiment, je suis profondément patriote. Alors, toute la question que je veux préciser, parce que, donc là, pour ce rappel-là, on va être d'accord. D'ailleurs, la question, là, c'est regrettes-tu, je pense qu'elle est mal posée. C'est plutôt, c'est que... Je regrette rien, et moi, je suis fidèle à mes... J'ai à un moment donné fait une proposition qui était pas... Non, mais d'accord, Alain, je vous dis ça. Non, mais je finis. Ça s'appelle Gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale. Jamais je ne trahirai des gens que j'ai amenés avec moi dans mon bateau. Tu vois ce que je veux dire? Sous prétexte que ça se passerait mieux pour moi si je changeais un peu ma ligne. Ma ligne, elle est toujours la même. Ça a été toujours une main tendue mais ferme, au nom de la France et de sa grandeur. J'ai jamais fait... Je me prends plein d'agressions par des hystériques algériens parce que je ne fais aucune concession sur ce que j'ai vu en Algérie, l'échec de l'Algérie décoloniale, tu vois ce que je veux dire? Je me fais attaquer à mort par les décoloniaux, tu vois, physiquement j'ai été menacé par le gang Traoré, moi, tu vois, etc. Je veux garder une ligne qui fait que toi, ma parole vaut quelque chose, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ma main, elle est ferme, elle est franche, elle ne change pas. Et effectivement, ce discours aujourd'hui est plus compliqué à tenir qu'il y a 20 ans, où je tendais la main à Kamel Béchik, aux musulmans patriotes, etc. Mais je crois toujours que, de toute façon, la France s'est transformée profondément. On ne reviendra pas en arrière.
il va falloir faire le même travail en France que Poutine a fait quand il a hérité de l'effondrement de l'URSS et de la trahison d'Elstine. Moi, ma boussole, c'est les mecs qui réussissent. Et dans une situation qu'on peut comparer aujourd'hui, c'est-à-dire un empire multiethnique, multiconfessionnel qui s'appelle la Russie et qui a subi, comment dirais-je, des désordres violents qui sont la révolution bolchevique, l'effondrement du communisme, la thérapie de choc libérale sous pilotage américain avec la trahison Epstein et après la tentative de redressement du pays, moi, mon modèle, c'est Poutine. Et je veux te dire qu'un mec comme Xavier Moreau, avec qui je m'étais engueulé sur la question musulmane à un moment donné, parce que c'est un catholique français, de la moyenne bourgeoisie bordelaise, etc. Aujourd'hui, il me dit, Alain, j'ai découvert ce que c'était que les musulmans russes en Russie, et j'ai évolué parce que j'étais focalisé à l'époque sur ce que c'était que l'emmerdeur de banlieue. Tu sais, aujourd'hui, j'ai même posté un commentaire sur X. Je viens de Meudon-la-Forêt, cité dortoir des usines Renault, et j'y étais entre 1961 et 1972. J'ai toujours écrit dans mes livres, et d'ailleurs c'est dans Jusqu'où va-t-on descendre, tous les problèmes qu'on rencontrait à l'époque dans ces cités dortoirs, c'était avec les enfants algériens. Je l'ai dit parce que c'était la vérité. C'est les premiers qui ont braqué les mecs qui distribuaient l'argent de la sécurité sociale. Les bastons, c'était avec eux à l'école communale, etc., etc. Donc ça, je ne mens pas. Mais par ailleurs, il s'est passé un certain temps. J'ai aussi des gens qui sont issus de ces banlieues dortoirs et dont les parents étaient des OS1 et OS2, il ne faut pas oublier, hein, on les a fait venir pour travailler dans les usines à l'époque où on lançait la construction automobile, etc. Et je connais par ailleurs aussi des enfants de cette épopée algérienne qui sont devenus avocats, un de mes avocats, Maître Drissi, et qui sont des Français respectables, excellents. J'en ai connu d'autres qui sont devenus chercheurs en mathématiques. J'ai pratiquement un tiers de gens issus de ce monde-là dans mon association. Ce sont des bons Français. Ils travaillent, ils ont fait des enfants et ils sont de la droite des valeurs. Voilà, et aussi de la gauche du travail. Et donc, il y a on va dire une partie de la communauté musulmane qui est totalement respectable, intégrable et à intégrer. Mais par contre, aujourd'hui, on montre du doigt parce que derrière, il y a la logique israélienne, on va dire. Et puis, il y a aussi des extrémistes musulmans qui sont dans une logique sans doute de conquête, dans un pays d'ailleurs déchristianisé ultra-violemment, il faut expliquer par qui, tu vois, et d'autres qui confondent islam et délinquance, tu sais, le mec qui met une djellaba par-dessus son survêtement 3 bandes et qui boit pas d'alcool mais qui est au chichon toute la journée et qui fait des petits trafics. J'ai une connaissance sociologique de ce terrain bien supérieure à tous ceux qui m'emmerdent, parce que je viens de ce monde-là et je me suis coltiné en plus la main d'or avec Dieudonné pendant des années, je peux te dire que c'était un sacré laboratoire. Et j'ai un très bon souvenir de ce qu'on a réussi à faire à un moment donné avec Dieudonné. Et si on a été autant persécutés, Dieudonné et moi, par l'alliance qu'on représentait, c'est parce que c'était très efficace et très subversif par rapport au travail justement de destruction qui pourrait amener un type comme Retailleau peut-être au pouvoir ou presque au pouvoir en France. Et moi, je te dis, face à Retailleau, je serai toujours avec Dieudonné, ça c'est clair et net, mais c'est aussi ma sensibilité, c'est ma vie, tu vois, c'est ma vie. Mais Alain, on est d'accord. Donc là, moi, ma question, elle est juste très simple et en fait, elle est plus précise parce que je trouve qu'elle est mal posée par rapport à la première, c'est-à-dire est-ce qu'il faut y avoir du regret. Moi, c'est quel peut être le constat si on doit parler d'une catégorie sociopolitique qui serait la catégorie, en fait, des musulmans, qui pour moi ne veut rien dire. Mais même c'est comme tu disais, les catholiques, alors qui représentent les catholiques. Juste terminer. Alain, je vais terminer. Termine. Donc en fait, c'est que même là, moi je vois la réaction immédiatement, c'est que dès qu'il va y avoir la moindre remarque sur en fait l'islam, qui apparemment doit être considéré comme un tout, parce que les musulmans se considèrent comme des musulmans, et une fois qu'on veut faire un constat des musulmans de manière générale, eh bien on va se rendre compte que les musulmans de manière générale soutiennent beaucoup plus LFI en fait que les patriotes. Donc moi, c'est simplement par rapport au débat qui est posé par les musulmans eux-mêmes. Et là, c'est immédiatement, on va me dire, mais Raphaël, tu n'es pas habité par la haine, ou alors c'est quoi ces critiques? J'en ai rien à foutre, moi, de l'islam, je vais le dire directement. Ça ne m'intéresse pas comme sujet, parce que pour moi, il n'y a pas un islam. Par contre, c'est quel est le constat que l'on peut faire, étant donné que là, dans le travail d'égalité de représentation, par exemple, il y a eu de main tendue, c'est-à-dire pour essayer d'avoir une évolution politique. Là, les années sont passées, il y a aussi une problématique qui n'est pas que religieuse, qui est aussi ethnique, hein, parce que par exemple, quand on va parler des musulmans de Russie, c'est une population différente. Si par exemple on parle des musulmans en Angleterre, mais qu'on parle des Pakistanais, c'est pas des gens que j'ai envie d'avoir chez moi, les fameux gangs pakistanais, et ce sont pas forcément des Tchétchènes, ce sont pas des Albanais, ce sont pas des Soudanais, ce sont pas des Maghrébins, c'est des catégories. Écoute, je vais te répondre parce que je vais te dire tant. Non, mais bien sûr. Mais donc là, la question simple, c'est avec le constat que l'on peut faire là,
C'est-à-dire que si on doit prendre ces catégories, comment est-ce qu'il faudrait prendre la question pour que les musulmans, peut-être, se remettent en question ou ne se fassent pas avoir, on va dire, par ce piège-là? Je vais te répondre, j'ai un moment que j'ai la réponse. Il y aurait un Poutine français, ça se réglerait dans les 5 ans. Donnez-moi le pouvoir, je vous règle ça dans les 5 ans. Mais tant qu'on aura les salopards qu'on a au pouvoir, qui en fait règnent sur le chaos, et qui ne peuvent se maintenir que par un chaos aggravé, parce qu'ils sont totalement illégitimes et parasites, on ne s'en sortira pas. Et c'est pas Retailleau qui va faire le boulot. Moi, des gens comme moi pourraient faire le boulot, parce que je suis crédible des deux côtés. Je suis un patriote français, et par ailleurs, je suis un patriote français de main tendue. Et Le Pen, si Le Pen s'était intéressé à ce que je proposais, c'est qu'il avait cette sensibilité. Il avait cette sensibilité, il l'a montré par ses discours de 56 à la Chambre, etc. Et je dis que malheureusement, comment faire pour qu'il y ait à la tête de l'État français, on va dire presque, je sais pas, une sorte de Gaulle, si vous voulez, de gentil, qui a à cœur l'intérêt supérieur de la nation, qui prend en compte le réel, c'est-à-dire qui n'est pas en train de faire du clientélisme et de faire plaisir, et qui met en place des solutions qui sont viables, acceptables sur le plan légal, économique, moral, etc. Et là, tu verras que la marge de manœuvre est très très étroite. Elle est empêchée déjà par l'Union européenne et par toute la logique de l'espace Schengen, tu vois, c'est-à-dire déjà il faudrait sortir de l'Union européenne, il faudrait sans doute mettre à la tête du pays des élites patriotes et légitimes qui mettraient en place une politique assez sérieuse. Et moi j'avais proposé des choses qui étaient comme comment dirais-je, ce que j'appelais l'axe Est et l'axe Sud, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de binationaux franco-maghrébins qui voient que l'ambiance est de plus en plus délétère en France. Ils savent qu'ils sont mal aimés, il y a du chômage et en plus ils sont mal aimés et aujourd'hui ils sont bouc émissérisés, ce qui n'était pas le cas avant. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui ont envie de se maintenir au pouvoir sur leur dos. Et il y en a beaucoup, en fait, ceux qui ont des capacités supérieures de travail et des envies de réussir, ils sont en train de partir en réalité en Arabie Saoudite, dans les Émirats, retourner au Maroc, en Algérie pour monter des joint ventures. Moi, je pense qu'il faudrait favoriser du co-développement, du redéveloppement, en disant on va mettre en place des protocoles de remigration qui sont des remigrations dans l'intérêt supérieur de la France, c'est-à-dire effectivement des rapports économiques nord-sud, des rapports de co-développement, parce qu'il y a une langue commune. Il y a aussi quelque part du droit commun, c'est le droit français souvent qui s'applique plus ou moins dans ces pays-là, parce que le reste c'est quoi? La guerre civile et la guerre, alors que tout nous empêche de la faire. Je rappelle que tous les identitaires qui ont tenté des petites manœuvres, si tu veux, basées sur du combat un peu ethnique et confessionnel, se sont fait foutre en tôle par la République, les lois de la République. Il ne faut pas oublier, c'est que à la fois on nous pousse à nous énerver contre les Français musulmans, mais si jamais vous le faites, la République vous punit très violemment, immédiatement, par la justice française telle qu'elle est. Plein d'identitaires l'ont vécu. Et moi, je leur ai dit, faites gaffe. On vous incite à vous plaindre. Et très vite, on va appeler ça ratonnade. Et chaque fois que ça a été tenté, les types ont été condamnés, notamment les identitaires, qui ont louvoyé beaucoup. Et à la fin, on vous dit, le seul chemin que vous pouvez prendre, c'est le chemin de ce qu'on appelle le national-sionisme. C'est-à-dire qu'on acceptera que vous soyez un peu hostile aux musulmans français, parce que si vous adhérez au discours Netanyahou, c'est la seule, d'ailleurs c'est la voie que vient de prendre... comment dirais-je, Bardella, Mario Maréchal, etc. Et ça, je dis que c'est forcément très dangereux, parce que ces gens-là, en réalité, n'ont aucun intérêt à ce que la France se redresse et qu'elle redevienne une France blanche, patriote et fière d'elle-même. Parce qu'immédiatement, ils seront, comment dirais-je, ils le disent très bien, même pas en privé, après les musulmans, ça sera nous. Ils le disent très bien. Et ils disent par ailleurs, l'islam est le balai d'Israël. Vous voulez que je vous mette en ligne toutes les prêches de rabbins qui vous disent c'est votre châtiment, c'est nous qui l'avons voulu, cette déferlante musulmane, c'est pour vous punir, on est derrière, etc. Je veux dire qu'à un moment donné, je suis désolé, il faut être un peu honnête. Le constat est facile à faire. Il y a une colère, il y a une émotion, et il y a une dérive anti-française qui s'est mise en place depuis des décennies et qui devient très insupportable. Et aujourd'hui, ceux qui veulent la gèrent émotionnellement, alors que c'est eux qui l'ont mis entièrement en place, c'est que leur objectif n'est pas de sauver la France blanche chrétienne. Leur objectif, c'est de se maintenir au pouvoir et de maintenir aussi leur pouvoir, parce que ça leur permet aussi de maintenir Israël comme État qui contrevient par ailleurs à tous les principes démocratiques qui nous sont imposés
par le mondialisme démocratique. C'est quand même ça qu'il faut comprendre. Et si on ne veut pas avoir cette vision globale, c'est parce qu'on pense qu'on a un petit segment de marché à gérer, que ce petit segment de marché aujourd'hui, il n'est plus totalement interdit, à condition qu'on reste dans les clous, c'est-à-dire qu'on est toujours comme vision tutélaire Netanyahou et l'Israël de Netanyahou. Et tout ça, cet objectif, personne ne peut me dire le contraire en réalité sérieusement. Alors après, c'est toujours Ali Sourat, c'est-à-dire on m'insulte. Tu vois, c'est des vannes, mais en fait, je mets au défi quiconque chez les identitaires de me tenir tête sur un discours sérieux. Et d'ailleurs, je dirais, c'est pas... Tu vois, quand on prend les petits identitaires, ils ont entre 30 et 35 ans, ils sont dans des problématiques de jeunes avec une vision jeuniste. En fait, la question de savoir si on vire des musulmans parce qu'on n'aime pas leurs pratiques religieuses, mais de savoir que par ailleurs, ils sont des travailleurs OS1, OS2 ou dans des métiers de service à bas étage, hein, et que si on les renvoie massivement, ce qui est d'ailleurs infaisable d'un point de vue du droit international, c'est infaisable, parce qu'il faudrait que le pays d'origine décide de les reprendre. Hein, et pour ça, je ne vois pas pourquoi il le voudrait, ou alors pour ça, il faudrait qu'on fasse des transferts d'argent, de formation, en disant voilà, on va faire quelque part de la recolonisation bénéfique, c'est-à-dire qu'on va envoyer dans ces pays avec qui on a un lien historique, des écoles avec des profs, des ingénieurs, pour aider à leur développement là où ils ont échoué, mais pour ça, il faudrait qu'ils le veuillent, tu vois ce que je veux dire? Et ça s'appelle la remigration positive. La remigration par l'humiliation, la force, la menace et la contrainte n'existe que dans le fantasme ou alors dans la volonté de guerre civile. Mais je te dis ce qu'on a déjà constaté, le premier type qui tient ça comme discours se fait embastiller immédiatement par la police de la République, qui par ailleurs, sur LCI, machin, etc., voire même Sud Radio, te dit que ça serait peut-être la voie à suivre. C'est-à-dire que c'est des pièges, c'est des pièges. Et ça, les identitaires, j'appelle à leur témoignage, hein, qu'ont tenté un petit peu de le faire, tu sais, un petit peu de reconquista de terrain, là, tu vois. Je les connais à Angers, je les connais à Lyon, je les connais parce que je m'y intéresse. Ils s'en prennent plein la gueule systématiquement par la loi française et par les gauchistes, d'ailleurs, qui sont des petits blancs antifa. C'est pour ça que je dis, moi, je n'ai jamais poussé à la ratonnade, parce que je pense que c'est inconséquent. Mais par ailleurs, je comprends qu'un type de 30 ans qui vit ce qu'il vit depuis son enfance soit très sensible à cette question. Et quand on est très sensible à cette question, on est sur de l'émotionnel, on aimerait des solutions et des solutions simples. Or, la vérité, c'est que des solutions simples, il n'y en a pas. Pour que Poutine ait réglé le problème musulman-russe, il a fallu la première guerre de Tchétchénie, la deuxième guerre de Tchétchénie, qui n'était pas de la rigolade. Hein. Et puis après, une négociation dans l'honneur avec le pouvoir tchétchène une fois que les choses ont été remises en place. Et après, une intégration valorisante des musulmans russes comme pleinement légitime, avec notamment la construction de la grande mosquée de Moscou, etc. Enfin, tu vois, mais parce que Poutine est un patriote. Un patriote qui a compris l'histoire dans laquelle il s'inscrit, cette histoire accélérée russe, permet une compréhension parce qu'ils se sont chopés la fin du tsarisme, la révolution bolchevique, l'épopée soviétique, l'effondrement de l'Union soviétique, la thérapie de choc libérale sous pilotage américain, la corruption elstinienne, puis Poutine est arrivé là-dessus. Et tu vois, et nous, on n'a pas cette séquence très ramassée qui nous permettrait peut-être l'émergence d'un type comme Poutine. Mais je le dis, il nous faut un Poutine français. Alors, où il est ce Poutine français? J'aimerais bien qu'on me le dise. C'est pas Retailleau. C'est pas Bardella, c'est pas Marine, évidemment c'est pas tous les mecs en place, c'est pas Mélenchon non plus. Hein, j'espérais moi à un moment donné que peut-être un type qui pourrait avoir le profil serait Villepin, tu vois. Je me dis tiens, Villepin serait peut-être le moins pire, tu vois, ça serait ni Mélenchon ni Marine. Mais je vois que il n'a pas compris grand-chose au Trumpisme, il est assez LGBT pour des raisons sans doute personnelles, c'est quand même un libéral. Bon, c'est pas en réalité, on est dans une situation aujourd'hui assez catastrophique en France où on n'a pas de solution immédiate et on n'a pas de candidat qui pourrait porter une solution immédiate. On est dans une situation très inextricable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont survivalistes, par exemple, et qui disent il faut se barrer, et il faut assurer sa sécurité individuelle et familiale. Il y a des gens qui sont sur cette ligne-là, et je le comprends parfaitement. Et moi, je ne veux pas être un démagogue en vous disant Reconquista, tu sais, Reconquista. Tu vois, d'ailleurs, toi, Zemmour a essayé cette ligne-là.
bah, il a échoué. On peut expliquer qu'il a échoué pour différentes raisons, mais tu as vu, il pèse plus rien politiquement. Hein. Il pèse plus rien. Je veux dire, la population majoritairement ne souhaite pas